Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Patricia, je suis au CA de la FAF avec grand plaisir et on travaille avec mon conjoint Pierre-Marie qui ne pouvait pas être là dans le groupe recherche avec Véronique, Madeleine euh, et Cécilia. Et on est médecins et on aime bien expliquer et chercher à comprendre ce qui est écrit dans les articles scientifiques. Donc je vais vous partager mon écran maintenant que j'ai enregistré. De toute façon, on commence par une petite introduction. À quoi ça sert l'épidémiologie, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le mot épidémiologie. L'épidémio, c'est la science qui étudie les problèmes de santé. Bonjour. Ah, mon écran passe ou pas? Là, vous avez vu passer la diapo? Pas du Oui, tout. oui, c'est Oui, bon. Oui. Qui étudie, donc l'épidémiologie, c'est la science qui étudie les problèmes de santé, leur fréquence, leur distribution et les facteurs qui influencent ces problèmes de santé dans la population humaine. Ça peut être descriptif, ça recueille des informations sur le nombre de cas, les caractéristiques d'une maladie. Ça peut être analytique, recherche à ce moment-là des déterminants d'une maladie. Et quand c'est analytique, ça peut permettre de viser à proposer ou vérifier des hypothèses de liens de cause à effet susceptibles de déboucher sur des propositions de solutions. Alors, comment se passe l'épidémiologie dans les maladies rares, puisque comme elles sont rares, par exemple, c'est plus difficile à décrire. En France, les recueils de données épidémiologiques se font à partir d'études de cohortes. Enfin, en France et dans le monde, à partir d'études de cohortes, comme la cohorte européenne EFACT, la cohorte américaine et australienne FACOMS. Et on peut trouver autant de cohortes que de sujets, c'est-à-dire que si vous considérez que vous voulez étudier le problème de la... euh, alors, pardon, je suis allée un peu vite. En France, concernant l'attaque Friedreich, hein. Si vous voulez vous intéresser à la cardiopathie dans le Friedreich, vous pouvez monter une cohorte. Pareil pour la scoliose. Vous pouvez faire autant de cohortes que de sujets et vous intéresser à autant de problèmes de santé, leur fréquence, leur distribution, leurs facteurs influençants que vous souhaitez. L'étude de cohorte nécessite de donner son consentement avant d'être inscrit dans une cohorte, alors que l'autre point que j'ai mis dans la diapo, donc la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares, c'est un enregistrement sur une base de données nationale, donc française, qui est enregistrée par une application qui s'appelle Bamara, qui est hébergée par l'hôpital public de Paris, et qui, elle, enregistre automatiquement votre consentement et supposé, jusqu'à ce que vous disiez non, pour recueillir des données assez classiques sur toutes les maladies rares. Donc la BDMR, c'est pas que pour la taxi de Friedreich, c'est pour toutes les maladies rares. Donc vos données de santé peuvent être utilisées si vous participez à la BNDMR. Alors, donc je vous ai dit qu'il y avait des cohortes qui existaient, dont la cohorte européenne, et c'est celle-ci qu'on va étudier aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis quelques articles qui ont pu être, donc articles scientifiques, hein, pour ceux qui veulent voir à quoi ça peut ressembler. Donc, en haut à gauche, vous avez une cohorte de cardiopathie d'enfants qui sont atteints de la Tassis Friedreich. Sur la cohorte FACOMS, donc la cohorte australienne et américaine, on a ce papier que vous connaissez peut-être, donc cette étude scientifique que vous connaissez peut-être, qui a été utilisé pour l'autorisation de mise sur le marché de l'omaveloxolone, du Skyclarys, puisqu'ils ont comparé l'effet thérapeutique du Skyclarys à la progression de l'histoire naturelle de la cohorte FACOPS, ce qu'ils appellent la comparaison par score de propension de l'omaveloxolone. Vous avez aussi avec FACOMS la prédiction de la perte de la marche dans la taxi Friedreich et avec les cohortes européennes, toujours avec la cohorte FACOMS, le travail sur une cohorte de scoliose, euh, etc. Mais il y a tout un tas de papiers sur les cohortes. Donc nous, on va s'intéresser à cet article-là qui concerne une des publications les plus récentes par rapport à la cohorte européenne qui s'appelle EFACT, qui a été publié donc en 2021 dans le Lancet Neurology, un journal de très grande réputation puisqu'il a un impact facteur de 44, ce qui veut dire qu'il est très, 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 très lu. Alors, de quoi s'agit-il? EFACT, c'est une étude de cohorte prospective, longitudinale, observationnelle. C'est basé sur un registre permanent et ouvert qui comprenait 11 hôpitaux universitaires ou instituts en Europe
parmi 7 pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, à Paris, l'Italie, l'Espagne et les Royaumes-Unis. Étaient inclus dans cette étude les patients atteints d'une ataxie de Friedreich confirmés génétiquement, avec une confirmation dans un laboratoire, enfin avec des normes centralisées, et qui avaient pu être suivis pendant 4 ans. Alors, que faisait-il pendant ces 4 années? Les patients, en tout cas dans ce qui est écrit dans ce papier, hein, les patients bénéficiaient d'une surveillance de l'échelle clinique SARA. J'imagine que vous savez tous à peu près ce qu'est l'échelle SARA, puisque c'est très souvent ce qui est fait, et c'est ce qui est fait systématiquement maintenant que les patients sont parfois mis sous Sky Clarisse. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ne savent pas ce que c'est? Mmh. Alors moi, parce que moi, mon fils vient d'être diagnostiqué FA là depuis début janvier, donc pour moi c'est tout nouveau. D'accord. J'ai viens Donc, d'adhérer à l'association il n'y a pas longtemps et c'est vrai que c'est eh ben l'inconnu total. justement, je vais expliquer de pas à pas alors. Ça tombe bien. Donc l'échelle SARA, Merci. c'est une échelle clinique de d'ataxie. Oui. Je t'ai coupé, pardon, Stéphanie. Non, 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 je vous écoute, merci. Non, mais oui. C'est ça. J'ai dit tu, hein, Oui, mais on oui, peut dire. Donc, dans l'échelle salariale, il y a 40 points où sont détaillés des items. Le premier, c'est la marche, la posture, la façon dont on est assis, si on bouge un petit peu ou pas, les troubles ou pas de la parole, la poursuite des doigts quand l'examinateur fait vite aller ses doigts, comme ma souris là, comme ça, hop, il faut suivre en même temps. Le test douané, les mouvements rapides et alternés des mains sur les cuisses et d'accord, le glissement du talon sur le tibia jusqu'au d'accord. talon. Et Enfin, je me donc, rends compte que je parle à 5 minutes, mais oui, bien sûr. on est allé voir justement un docteur Bouteiller, alors bon, c'est sur Bordeaux, et en effet, elle a fait ce test-là, mais en soi, Elle vous l'a pas dit. elle me l'a pas dit et je sais pas si à l'arrivée j'ai un score, hein. Alors, Bon, il normalement, vous faudra que aurez je un reprenne courrier. les papiers, c'est d'hier, Ouais, hein, c'est tout frais, oui, mais alors dans le courrier, à un moment donné, il devrait y avoir écrit l l'échelle SARA. Donc, en Europe, on utilise l'échelle SARA. Il faut savoir que beaucoup de pays utilisent l'échelle MFARS, qui, elle, est oui, sur 100 points. Ou 99 points, mais c'est presque la même chose. Mais l'échelle Sarah, elle est sur 40 points. Il y a des points différents pour chacune de ces notes. d'accord, Euh, pour le coup, Stéphanie, comme c'est une étude utilitaire, les choses sont racontées de façon très froide et ça, pour quelqu'un qui vient de découvrir la maladie pour son enfant, faut pas hésiter à nous dire, oh là là, je comprends pas ce que vous dites, ou alors c'est un peu froid, c'est un peu sec, etc. C'est possible, hein, parce que là, ce sera raconté d'une oui, non, façon. mais je me On parle pas suis, d'un médicament, là, c'est vraiment la description des patients, donc il faut imaginer que ça peut être ça peut être un peu glaçant, je ne sais pas. Enfin, oui, enfin, hésite pas à nous interrompre. merci. Il y avait aussi une autre échelle qui s'appelle l'ALD, ou a vécu en français. Donc, c'est l'échelle de qualité de vie alors, j'ai beaucoup cherché cet après-midi pourquoi il l'a dit sur 36. Moi, à ma connaissance, l'ADL, elle est sur 6 points. Donc, c'est l'échelle de qualité de vie. Ça, pardon, pas, oups, vous oubliez, c'est pas du tout l'échelle de qualité de vie, c'est l'échelle des activités de vie quotidienne. Donc c'est savoir si vous mangez tout seul, donc c'est coté sur un certain nombre de points, si vous avez des troubles urinaires, si vous avez des troubles pour marcher, si vous avez des troubles pour, euh, pour vous laver. C'est vraiment la vie quotidienne de tous les jours, comment vous faites pour vous débrouiller dans la vie quotidienne. Ensuite, il y a un score qui s'appelle SCAFI, donc c'est un score de neurologue, dans lequel il y a une marge des 8 mètres à vitesse maximale. Donc, c'est mesuré en secondes. Le test des 9 trous, alors certains l'ont déjà fait, mes enfants jamais, mais on voit beaucoup de films où les enfants ou certaines personnes les font. Et la vitesse de répétition des syllabes PATA. Et ensuite, il y a le nombre de ce qu'ils appellent les INAS, c'est le changement des signes moteurs non ataxiques, enfin des signes neurologiques non ataxiques, c'est-à-dire est-ce que il y a des altérations
des réflexes, des altérations motrices sensitives, ophtalmologiques, etc. Et enfin, il y a une échelle de qualité de vie, donc le Q5D3L, qui est une échelle un peu standardisée pour savoir si vous vous sentez bien, avec plein de critères aussi pour savoir si vous vous sentez bien. Donc, c'est pas du tout la même chose, pardon, je me suis confondue tout à l'heure. L'échelle des activités de vie quotidienne, c'est vraiment pratico-pratique, comment je me débrouille dans mon quotidien. Et l'échelle de qualité de vie, c'est comment je me sens dans mon quotidien, et chacune a une cotation. Vous m'arrêtez s'il y a des questions sur ce qu'ils ont fait. Donc, pour cette étude, ils ont, et j'ai fait des fautes d'orthographe, retenu des critères d'évaluation. Le critère d'évaluation principal, c'était le taux de progression du score SARA et ADL, donc sur 4 ans, si vous vous souvenez bien, sur l'ensemble de la cohorte et dans des sous-groupes. Donc à l'époque, en 2021, ils ont publié sur 2 sous-groupes principaux, les formes typiques, qu'ils estiment être les formes de patients qui ont des symptômes déclarés avant 24 ans, et les formes tardives, symptômes déclarés après 25 ans. Et les patients qui étaient ambulatoires ou non ambulatoires, c'est-à-dire ceux qui marchent ou ceux qui ne marchent pas. Donc ambulatoire, c'est marche avec canne, avec d'ambulateur, c'est un patient ambulatoire. Les critères secondaires, bonjour à tous. Les critères secondaires de cette analyse épidémiologique, c'était le taux de progression du score SCAFI, du nombre d'événements neurologiques non ataxiques et de l'échelle de qualité de vie. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà ce qui est fait pour la cohorte IFACT européenne sur 4 ans. Il était retenu ces éléments-là. Alors, entre 2010 et 2018, ont été retenus, en gros, 600 patients qui ont eu un suivi sur 4 ans. Donc, parmi les Français, il y en avait 49. Bon, c'est pas la représentation la plus importante. Il faut quand même garder en tête qu'il y a beaucoup de perdus de vue. Donc, le flowchart que je vous ai mis à côté, donc le- comment dire en français? La progression dans l'étude montre que sur les 602 patients inclus initialement, tous ne font pas les 4 visites en permanence. J'avoue que ce point-là, je ne l'ai pas complètement compris parce qu'il disait qu'il n'incluait les patients que ceux qui avaient fait 4 ans de suivi. Et sur les 4 ans de suivi, tous n'ont pas fait les 5 visites, hein. Donc, sur les 602 patients initiaux, on aura un peu moins on n'aura que 42% qui ont effectué 5 visites, et à 4 ans, il n'y en a que 61%. J'insiste parce que ça peut être c'est une critique du travail, hein. Donc, sur la population qui est analysée, donc en Europe, on avait 84 personnes qui avaient un début typique, dit typique dans cette étude, donc affaire à 24 ans, et 16% qui avaient une forme tardive. Vous voyez que la moyenne d'âge de la population étudiée, elle est de 33 ans, et que l'âge de début de symptômes moyen, il était de 15 ans. Euh, on a pour 51% des patients qui marchent, donc ambulatoires, et pour 49% des patients qui sont non ambulatoires. Et dans cette cohorte de patients, donc parmi ces 602 patients, malgré les perdus de vue, il est estimé que 51 patients ont perdu la marche pendant leur suivi de 4 ans. La moyenne des GA sur l'allèle les plus longs était de 900. Je ne sais pas si vous voyez ça sur le tableau. Donc, que montre cette étude épidémiologique? C'est ce qui est recherché avant tout, c'était de montrer l'aggravation annuelle par rapport au score SARA, donc l'échelle clinique. Donc, en moyenne, vous voyez, sur la population globale, ce sont les courbes en noir, total cohorte. En bleu, vous avez les courbes des patients ambulatoires, c'est-à-dire ceux qui marchent. En rouge, ceux qui sont non ambulatoires, ceux qui ne marchent pas. Et en vert, en vert clair, vous avez ceux qui ont un début tardif et ceux qui ont un début typique, c'est-à-dire précoce.
Et donc, on commence un peu à être dans le cœur du sujet épidémiologique, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe et comment ça progresse, et essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça progresse par rapport à des hypothèses de groupes différents par rapport au début de symptômes. Donc, voilà, sur l'échelle SARA, qui est l'échelle clinique d'ataxie la plus utilisée en Europe, vous voyez qu'il y a une perte moyenne de 0,82 points, mais qu'il y a une différence, c'est-à-dire que les patients qui marchent ont une progression de ce score SARA plus importante. Vous voyez que la pente est un petit peu plus... je sais pas si vous voyez ma souris. La pente là, vous voyez ou pas? Mm. Oui, non? Oui, oui. Ma souris est un petit peu plus raide que la pente en noir là. Ouais. Donc, il y a une différence de progression pour les patients qui marchent. C'est un peu attendu, hein, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, il faut savoir trouver des portes ouvertes. Alors que, il n'y a pas tant de... Donc oui, en vert clair, c'est assez logique, hein. Les patients qui ont un début tardif progressent moins vite, c'était connu, hein, on le savait. Et les patients qui ont un début typique, donc hein, en vert plus foncé, n'ont pas une progression très différente. C'est pas parce qu'on a un début plus tôt, enfin, en tout cas à moins de 25 ans, qu'on est très différent de, de la cohorte totale. Je ne sais pas si vous avez des remarques à me faire à ce niveau-là. L'échelle de vie quotidienne, donc l'ADL que vous trouvez là, montre aussi une progression d'environ 1 point sur une échelle qui était donc de 36. Et il n'y a pas dans ce cas de différence significative entre les patients qui marchent et ceux qui ne marchent pas, ambulatoires ou pas. Les autres scores montrent une dégradation sans qu'il y ait, alors, bon, dans l'échelle SCAFI, qui était une échelle neurologique, il y a effectivement un score une progression qui est plus importante pour le groupe ambulatoire. Mais bon, c'est pas, ça montre pas grand-chose. Ce qui est presque un peu étonnant, c'est que dans l'échelle de qualité de vie, c'est le groupe en rouge. Donc, le groupe en rouge, c'est les patients qui sont non ambulatoires, qui ne marchent pas, qui se dégradent le plus rapidement. C'est-à-dire le fait de ne pas marcher, on a quand même un impact plus important que les autres dans la qualité de vie. D'accord? Si vous avez des questions à ce niveau-là, c'est très descriptif, hein, c'est vraiment très épidémiologique, c'est ce qu'on attend. Et on ne ressort de ces études épidémiologiques que ce qui a été posé comme question, hein. Donc, n'hésitez pas à me faire des critiques, des remarques. Alors, ils se sont penchés sur les sous-ensembles de l'échelle SARA, parce que je vous ai dit qu'il y avait plein de petits items dans l'échelle SARA, il y avait plein de petits items aussi dans l'échelle SCAFI, donc pour voir s'il y avait des sous-parties de l'échelle SARA qui étaient impactées différemment. Donc là, vous voyez que les couleurs sont liées. Donc en noir, vous avez la moyenne. Donc là, si vous voyez ma souris ou pas? Donc là, c'est Oui. l'échelle SARA. En noir, vous avez la moyenne de progression de l'échelle SARA. Donc vous vous souvenez qu'elle était de 0,81 et quelques, je ne sais plus. Et chaque item est coté différemment. C'est un point qui n'est pas inintéressant. Ce sont des discussions qu'on a déjà eues, même au sein du bureau, de dire, ah, ben, on ne s'intéresse pas assez à la parole, on ne s'intéresse pas assez à certains points. Donc, il y a la parole, par exemple, dans l'échelle SARA, parole qui est donc en bleu clair. Et d'ailleurs, en bleu clair, il y a une progression plus rapide de l'échelle SARA. Donc, c'est pas, là, il ne le montre pas dans ce travail-là, mais il le montrait dans l'appendice, mais je n'ai pas pu y accéder. Il regardait aussi par sous-groupe s'il y avait plus de, une progression plus rapide de l'altération de la parole si on était en forme précoce, en forme tardive, en patient ambulatoire, non ambulatoire. Et c'est pas inintéressant, et vous allez voir pourquoi c'est pas inintéressant après, d'essayer de distinguer ces choses-là. Il faut savoir qu'il y a un effet plafond dans ces scores, puisque euh, pour certains critères, comme par exemple le critère de la marche, euh, de la démarche, il y a un moment donné où effectivement on ne code plus. Donc ces effets, je t'écoute Fabrice, ces effets plafonds, ils vont impacter au niveau statistique quand on veut comprendre une différence statistique dans une progression. Ça, Je t'écoute Fabrice. c'est pour toute la cohorte où on est plus. Ça, c'est pour toute la cohorte. Ils l'ont fait par sous-groupe, mais dans un appendice,
Et je t'avoue que je voulais trouver l'appendice, mais il fallait que je me connecte et que je paye, je sais pas combien. J'ai pas réussi à l'avoir. Mais ils l'ont fait par sous-groupe aussi, D'accord, merci. dans la mesure de leur cohorte qui n'a que 600 personnes au total, et qui ont finalement 300 personnes à évaluer. Mais oui, oui, donc là, c'est pour toute la cohorte. Donc là, sur les données qu'ils montrent ici, sur l'échelle Sarah et l'ADL, on peut dire en tout cas que le taux de progression est plus élevé pour la démarche, le maintien de la position assise et le glissement du talon, et que quand le patient est ambulatoire, donc ça se voit pas sur le schéma, mais il le disait dans l'article, l'aggravation était plus élevée pour la démarche et pour l'attitude, et pour les patients qui sont à début typique, l'aggravation, elle est plus importante pour les items de la position assise et du glissement du talon et de la poursuite du doigt. Donc la poursuite du doigt, de même que dans leur score SCAFI, le test des 9 trous était plus sensible, enfin, était peut-être pas sensible, c'est peut-être un peu exagéré, et montrait plus facilement une différence dans les populations qui qui étaient non ambulatoires. L'échelle de vie quotidienne montrait un taux de progression plus élevé pour les chutes, qui est assez logique, avec des différences, encore une fois, entre le début et la fin de la maladie, puisqu'il y avait un effet plafond à un moment donné, on ne chute plus. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, à votre avis, à quoi ça sert tout ça? Tadam! Alors, bon, ça sert à mieux comprendre la maladie, savoir ce qui est attendu. Mais bon, on n'est pas là pour prédire l'avenir pour chaque personne. Ça vaut pas grand-chose pour l'individu qui est en face de vous, hein. C'est pas parce que vous avez des statistiques que c'est ce qui va se passer. L'individu en face de vous, il est unique quand vous êtes un médecin. Donc, en soi, c'est surtout utile pour ça. C'est-à-dire que, il s'agit d'essayer d'aider à calculer la taille des échantillons pour les essais thérapeutiques, ces fameux essais thérapeutiques. Je ne sais pas si vous avez encore en tête ce qui s'était passé pour l'étude MOXIe, donc l'étude qui a permis l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour omaveloxolone. C'est une étude qui avait en gros 75 personnes dans chaque bras. Alors, donc, quand je dis dans chaque bras, c'est que les études pour montrer l'efficacité ou l'effet d'un traitement sont demander à être comparé à un comparateur cliniquement pertinent. Dans une maladie dans laquelle il n'y a aucun médicament, le comparateur cliniquement pertinent, c'est le placebo. Placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un médicament, mais dans lequel il n'y a que du sucre. Donc, on va demander pour prouver que ce médicament marche, de comparer l'efficacité de ce médicament entre un groupe de personnes qui prend le médicament et l'autre qui prend le placebo. Et sur quels critères? Dans une maladie qui est lente, à progression lente, hétérogène, donc tout le monde est différent. De fait, l'extension des GA n'est pas la même. Euh, comment choisir le bon critère? Comment choisir le bon nombre de patients pour à inclure dans l'étude? Comment designer cette étude? Donc, en fait, il y a des calculs statistiques, mais pour pouvoir faire ces calculs statistiques, il faut connaître un peu la maladie. D'accord? Donc, là, ce que les auteurs décrivent, c'est le calcul qu'ils ont fait grâce à leur étude épidémiologique, c'est que pour calculer la taille d'un échantillon pour un essai contre placebo, un pour un. Je précise parce que un pour un, c'est pas toujours ce qui est fait. Pour des raisons d'attractivité des patients, souvent, les essais thérapeutiques, c'est souvent du un pour deux, c'est-à-dire que un patient aura le placebo, deux aura le médicament. Donc, c'est pas toujours un pour un. Bon, donc là, ils font l'hypothèse que c'est un essai contre placebo, un pour un, qui va durer 2 ans, et il suppose un effet du traitement de 50% de réduction de la progression clinique. C'est-à-dire qu'il y aura une diminution de progression de 50%, donc chaque année, par exemple. Et ça permet, sur 2 ans et avec 50% de réduction de la progression clinique, ça permet une puissance de 80%. Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance statistique, donc je l'ai mis en bas, puissance statistique d'un essai clinique, c'est son aptitude en termes de probabilité d'obtenir un résultat statistiquement significatif si le traitement est réellement efficace. Et ça dépend de plusieurs paramètres. Donc, ça va être la taille de l'effet. Donc là, on a supposé qu'il était à 50%. Ça va être le nombre de sujets. Donc, c'est ce qu'on va calculer.
et le risque de base et le risque d'erreur statistique. Bon, je vous passe un peu les détails statistiques. Donc, en gros, la puissance, si vous avez deux petits points très microscopiques à l'œil nu, vous voyez qu'un seul point. Bah, la puissance, c'est le grossissement nécessaire pour pouvoir voir deux points, plutôt qu'un seul petit point. C'est très schématique à ce que je vous dis, mais, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est ce calcul-là et quelle sera la puissance nécessaire pour qu'on puisse voir deux points, pour montrer qu'il y a une différence, parce que sinon on croit qu'il n'y a pas de différence. Donc, si on suppose pour avoir une puissance de 80%, voilà, qu'il y a 50% de réduction de la progression clinique, et que ça dure 2 ans et que c'est 1 pour 1, il faut, pour avoir cette puissance, et si on utilise le critère de l'échelle clinique SARA et qu'on prend tous les patients, quel que soit leur statut, il faut 230 patients, 115 dans chaque bras, pendant 2 ans. Si on prend que les patients ambulatoires, ceux qui marchent, et c'est ce qui s'est passé dans l'étude MOXIe, hein, il y a 95% de patients ambulatoires, eh ben, il en faut que 118. D'accord? 59 dans chaque bras. Si vous avez un médicament qui marche vachement bien, c'est-à-dire qu'il y a enfin, en tout cas, vachement bien, en tout cas qui marche mieux, c'est-à-dire qu'il y a 80% de réduction et non pas 50% de réduction de la progression clinique, vous allez pouvoir avoir, toujours avec une puissance de 80%, beaucoup moins de patients. 48 patients et 24% dans chaque bras. Mais ça veut dire que le médicament marche bien. C'est-à-dire que l'effet du médicament est très important. Si vous prenez l'ADL, donc l'échelle de, de... Ah, pas de qualité de vie, je dis à chaque fois des bêtises. Aidez-moi. Montrez que vous suivez l'échelle de vie quotidienne, de fonctionnalité de vie quotidienne. Il faut 190 patients. Par contre, il n'y a pas de sous-groupe qui émerge particulièrement, puisque si jamais vous prenez les patients qui marchent, c'est 146, c'est un peu moins, mais c'est pas tellement plus. Donc là, vous comprenez un peu ce qui s'est joué dans les décisions de recrutement de patients pour MOXIE, par exemple, où ce sont des patients qui sont principalement ambulatoires, qui sont jeunes, hein. Je crois que vous avez vu aussi dans le tableau que vous voyez à droite, c'est écrit en anglais, mais si vous voyez écrit All patients âgés de moins de 27 ans, bon, bah, il faut un peu moins de patients. Donc, s'ils sont ambulatoires puis qu'ils sont jeunes, bah, c'est bien parce que comme ils sont censés statistiquement progresser plus vite, eh ben, on arrivera plus facilement à montrer la différence. Ça peut paraître très froid, hein, j'espère, Stéphanie, tout ça n'est Non, non. pas étonnant. C'est, voilà. Donc c'est important pour eux parce que ça permet de faire des études qui ne sont pas trop longues, d'avoir une puissance statistique suffisante. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, si on n'a pas de puissance statistique suffisante, les instances, elles refusent le médicament, elles refusent la mise sur le marché. Aujourd'hui, pour passer la mise sur le marché, il faut montrer une différence statistiquement significative par rapport à un comparateur qui est, dans la taxidrage, malheureusement, le placebo, qui n'a pas de médicament validé, mais qui sera peut-être l'OMAV ou pas. Est-ce que ça vous suscite des questions déjà? Moi, j'en Je aurais vous ai, je vous une. ai séché. Vas-y, vas-y. Comme l'échelle de Sarah, elle est beaucoup plus grossière que MFARS aux États-Unis, est-ce que, et comme le MOXIE, enfin le levomoxolone, dans ce cas, Clarisse, il permet d'améliorer enfin, de freiner de 2% ou d'améliorer de 2%, 2% sur l'échelle de Farah. MFARS, ça se voit parce que c'est une échelle sur 100, mais sur Sarah, 2%, ça ferait, euh, ça ferait En pas fait, si tu veux, grand-chose. dans l'OMAV et l'oxolone, Et donc, est-ce que si on avait pris que Sarah, c'est ma question, si on avait pris que Sarah dans le test MOXIE, on aurait pu déboucher sur quelque chose de positif? alors c'est plutôt une bonne question. Là, c'est une question je vais y répondre sur plusieurs points. Un, elles sont pas si différentes que ça. Tu vois, Sarah, elle est sur 40, MFARS, elle est sur 99.
l'évolution d'échelle Sarah par an, elle est de 0,87 points. L'évolution d'échelle mFARS par an, elle est d'environ 2,5 points. Alors, il y a un travail, pour le coup, de la cohorte FACOMS, que je ne vous ai pas présenté là, qui montre l'évolution de la cohorte FACOMS. Donc, euh, je dis 2,5 points, mais c'est plutôt 2 points. Enfin, c'est à peu près la même chose. En gros, l'échelle Sarah et l'échelle FACOMS, et l'échelle mFARS, elles se recoupent un peu, sauf qu'au lieu de coter 1, tu cotes 2, tu vois. C'est pas super différent. Ensuite, là, tu poses la question, de toute façon, de la reproductibilité de l'échelle. Est-ce que l'échelle Sarah et l'échelle mFARS sont suffisamment robustes pour amener un résultat facilement représentatif dans une essai clinique? Alors, ces études de cohorte, comme je viens de vous montrer, laissent penser que oui, puisque il y a une évolution qu'on peut montrer. Donc ça, c'est aidant. Pour autant, quand il y a eu certains travaux qui ont essayé d'évaluer la robustesse de l'échelle Sarah ou de l'échelle mFARS, tu as dans le nuage de points, un point qui part, enfin, tu vois, tous les mois, tu fais une échelle mFARS. Un jour, tu vas avoir 30, certaines personnes, le mois d'après, ils ont des variations de 10 à 20 points. Pas tous. C'est-à-dire que globalement, la moyenne, elle est à peu près corrélée, mais t'as des variations. Donc, la robustesse de mFARS et de Sarah, enfin, elle est reconnue, elle est reconnue, elle est validée, et elle n'est pas parfaite. Surtout sur des variations qui sont quand même de peu de points, tu vois, parce que l'omaveloxolone, ça a diminué la première année de 2 points, puis après, c'est censé diminuer la progression de l'échelle mFARS, mais sur une échelle de 100, tu as une diminution de la progression de 2 points, tu vois, c'est pas beaucoup. Les problématiques c'est une vraie question. C'est une vraie question de savoir si c'est vraiment une échelle qui, euh, qui est vraiment bien adaptée aux essais thérapeutiques vu l'hétérogénéité de la maladie. Pour répondre à cette question, ils font ce type d'études épidémiologiques et donc ils calculent en utilisant, enfin, ils calculent ce que tu vois là, tu vois. C'est-à-dire qu'avec ces calculs-là, comme il le montre, pour avoir une puissance de 80%, donc ce qui serait nécessaire, il nous faut tant de patients et avec ça, on arrivera. Tu vois, le nombre de patients qui sont calculés là sont supérieurs à ce qui a été inclus dans Moxie, hein. Alors, Parce que dans Moxie, il y avait. je voudrais juste faire une parenthèse pour Stéphanie, là, qui est nouvelle, parce qu'elle ne connaît pas bien, connaît pas ça. En fait, on a vu, tu as décrit les 10 tests qui sont là. Donc, sur 10 tests, chaque test, on juge de 0 à 4. 0, c'est on y arrive Oui, j'avais parfaitement. détaillé au début. Ouais. Oui, 0, on L'échelle Sarah, arrive alors. parfaitement. 1, on y arrive parfaitement. moyen. 3, presque difficilement, très difficilement. Et 4, pas du tout. En gros, c'est ça. Donc, Ouais, quand tu as en un sachant que médicament c'est. qui améliore d'un tout petit peu, franchement, des fois, c'est difficile pour un médecin de juger Mm. si on est entre le pas mal et le presque pas du tout, quoi, hein. Et c'est Oui, pour ça puis que tu vois, je pense selon la fatigue qu'on que- ressent, je trouve Ouais. que l'échelle n'est pas toujours la même. Enfin, c'est pas toujours facile. Nous, par exemple, notre neurologue, il filme les filles pour pouvoir comparer. Donc, tous les ans, il compare avec les films. Mais je sais pas si tout le monde est filmé, en fait, hein. Je pense que c'est un véritable intérêt de filmer la personne, parce que sinon, bah, au jugé, bon, bah oui, non, là, c'est bien, là, c'est moins bien. Bon, c'est pas toujours facile, hein. Donc, bon. En tout cas, à la fin, je vous montrerai, parce qu'on avait dans une ancienne lecture critique d'articles, montré justement la recherche de la robustesse de l'échelle mFARS, donc Sarah et mFARS, c'est quand même un peu la même chose, et c'est censé être corrélé, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Merci. En tout cas, bon, ce que concluent les auteurs de cette étude, c'est que bah, le SARA, c'est une échelle d'évaluation clinique qui est sensible,
voilà, pour détecter les changements dans le symptôme majeur de l'ataxie. Ils voient une progression sur leur cohorte, et c'est vrai, il y a une pente, et donc on en retire quelque chose, donc c'est une certitude. Donc ça, pour moi, c'est à peu près la même chose. Et ils disent aussi que l'ADL, qui est très facile à faire, hein, qui mesure la capacité fonctionnelle, et en plus, elle peut se faire par téléphone. Bon, bah, ça va, comment allez-vous? Vous arrivez à vous laver, vous arrivez à manger tout seul, vous arrivez à aller faire pipi tout seul, enfin, des choses très bêtes. L'ADL, elle peut être même supérieure à la SARA et peut-être plus facile à faire. Bon, malgré ce qui a été publié en 2021, j'ai jamais vu une étude qui utilisait l'ADL, pourtant, ce serait vraiment, vraiment, moi, je pense, assez intéressant. Et que leur travail permet des approches de stratification décisive pour les essais interventionnels dans la taximétrie. Alors, le point fort de cette étude, c'est qu'il y a un grand nombre de participants qui sont issus d'un contexte international standardisé. La conception était prospective. Prospective, ça veut dire qu'on décide de ce qu'on va faire avant de le faire, plutôt que rétrospectif, où on décide après. Donc, ça a une meilleure valeur scientifique quand c'est prospectif. Et les limites, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données manquantes, hein. On est quand même un peu frustré de ça. Et qu'il y a une augmentation d'abandon au fil du temps, représentant des facteurs limitatifs généraux dans l'histoire naturelle. Alors, moi, j'étais un peu frustrée de voir des éléments uniquement neurologiques. Vous allez me dire, on fait une cohorte comme ça sur 600 patients, on regarde que des problèmes neurologiques sur une pathologie qui touche la mitochondrie et qui touche autant d'organes que le cœur, la scoliose, etc. Vous êtes super frustrés, non? C'est vrai. Non? Non, vous n'êtes pas frustrés? Bon, en fait, ils ont publié en 2023, toujours sur la cohorte IFACT. Euh, Alors, Stéphanie, Oui, cette partie-là, ce boulot-là, ça peut paraître encore plus froid que le reste. non, mais je me suis beaucoup renseignée. Voilà, c'est D'accord. Donc, faut pas faire de face. souci. Faut faire face. C'est les prédicteurs, Moi, les je voulais prédicteurs de dire, survie. avant que tu passes au prédicteur de survie, je voulais dire, bon, on avait vu au début que Oui, l'évolution était plus rapide chez les patients ambulatoires, dans le groupe hein, ambulatoire. ouais. L'augmentation du SARA était plus importante que dans les autres. Et bon, moi j'ai suivi tout ça hein, Il y a depuis le les mêmes début. données dans la colonne, dans la cohorte FACOMS, hein. Il y a vraiment les mêmes données exactement sur ce Mais ce point-là. que je voulais dire, c'est on a beaucoup rouspété contre le fait que pour les essais cliniques avec des médicaments, on ne prenait que des ambulatoires. Et on disait, mais les ambulatoires, c'est pas la majorité des malades, et les autres, bon. Et en fait, on nous a donc expliqué, et ça c'est une confirmation avec cette étude-là, que étant donné que l'évolution était plus rapide et plus importante chez les ambulatoires, il valait mieux tester les médicaments sur des patients ambulatoires parce étant donné que c'était toujours des durées assez courtes, 2 ans, c'est pas beaucoup hein, pour une maladie évolutive, on avait plus de chances d'avoir des résultats probants que si on prenait tous les malades, aussi bien ambulatoires que non ambulatoires. Voilà. Voilà, bah, c'est un des articles, c'est pas le seul, hein, qui explique ce que tu viens de dire et qui le défend par rapport à leurs calculs. Ce qui serait différent s'il y avait un médicament qui guérissait complètement la maladie, donc avec un effet très très fort, là tu as besoin de beaucoup moins de patients, ou un médicament, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le point qui est Moi, très... juste, oui, Oui, je t'écoute, Stéphanie. oui, juste pareil dans l'essai, moi, ce que je trouve regrettable, c'est, alors oui, on a pris des ambulatoires et on s'est arrêté aussi à une population supérieure à 16 ans. Et aujourd'hui, ben, je trouve dommage qu'on n'ait pas, alors il y a sûrement ses raisons, hein, mais on sait aujourd'hui que la progression, elle se fait très vite, et notamment chez les jeunes, très jeunes. Et là où moi je suis en colère, c'est que les essais et la mise sur le marché aujourd'hui se fait à partir de 16 ans. Et aujourd'hui, moi, c'est le combat que je mène là et pour mon fils, c'est de lui de prescrire, enfin, réussir à lui donner avant ses 16 ans. C'est, c'est là où est mon combat aujourd'hui.
Alors, l'autre point important que je voulais dire, mais ça m'est sorti de l'esprit, c'est que puisqu'on fait des essais cliniques sur une population particulière, hein, donc les patients ambulatoires, et puis en plus, ils étaient plutôt jeunes, ils étaient plutôt pas malades hein, dans l'étude MOXIe. Enfin, ils étaient plutôt pas malades, j'exagère, mais ils n'avaient pas de diabète, ils n'avaient pas de cardiopathie, ils étaient sélectionnés. On se retrouve embêté après quand il faut mettre le médicament sur le marché, qu'en fait, on n'est pas dans la même population, puisque finalement, c'est pas forcément les mêmes malades. Et donc, l'effet qu'on a pu constater, et les effets, et il n'y a pas que il y a pas que l'effet du médicament qui est important. Ce qui est important dans une mise sur le marché, c'est aussi la tolérance, hein, parce que c'est super d'avoir de l'espoir, mais quand les espoirs derrière sont battu en brèche par de la tolérance qui peut être grave, et ça est arrivé avec beaucoup de médicaments dans l'histoire de la thérapeutique, ça peut être problématique aussi. Donc, quand on expose une population à un traitement, on est quand même plus confortable quand on sait le profil de tolérance et les effets secondaires qui ont été faits. Sauf que quand on a une population qui a été choisie pour des raisons statistiques, pour ne pas être complètement représentative de la population totale, eh ben, le profil de tolérance n'est pas complètement superposable. Et donc, c'est tout l'intérêt de la pharmacovigilance, mais c'est aussi quelque chose de dommageable. Voilà, donc moi j'étais un peu sur ma faim sur cette première étude épidémiologique. Après, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si vous voulez continuer ou pas. Et donc je suis allée regarder ce qu'ils ont publié donc en 2023, IFACT. Donc est-ce que vous avez envie de continuer ou pas? J'ai fait un peu plus court là. Oui. Oui, non, oui ou non. Oui. Donc en 2023, ils ont publié, toujours sur leurs 11 centres, au sujet des 631 premiers patients recrutés entre septembre 2010 et mars 2017. Et donc, j'étais quand même rassurée, ils n'ont pas fait que des neurologues, ils ont aussi renseigné des mesures cardiaques et le fait d'avoir d'autres comorbidités comme le diabète. Alors, ils évaluaient sur une observation de 12 ans, hein, puisque c'est les premiers inclus, c'était en 2010, et ils les ont observés jusqu'en 2022. Pour ces patients, il était mentionné, bien évidemment, l'âge à l'inscription. Ah oui, alors, c'est marrant, l'âge à l'inscription, c'est parce qu'il y en a visiblement qui peuvent changer, c'était prévu dans le texte. Peu importe, c'est une aparté. Non, j'ai n'importe quoi. Bref, peu importe. L'âge à l'apparition de la maladie, la longueur de répétition de GA sur le 2 allèle, ou pour les patients hétérozygotes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des patients qui ont un ataxie de Friedreich qui sont hétérozygotes suite à une mutation particulière, et donc dans ce cas-là, il était noté juste GA1. Il notait la charge de la maladie, qui était définie par la longueur de la répétition du GA le plus long fois la durée de la maladie. Et là, il n'y avait pas d'échelle Sarah, c'était le stade d'invalidité de 1 à 7. 1, c'était pas de handicap fonctionnel, mais quelques symptômes. Et 7, c'était patient alité grabataire. Patricia, je crois que c'était le GA le plus court qui était important. Quoi? Je croyais J'ai que pas c'était entendu. pour les homozygotes. Je Oui, c'est crois le que bras. c'est le plus court qui est important et pas le plus long. Ça fait 2 fois que tu Bah, parles de c'est-à-dire ça. que non, pour les homozygotes, c'est le plus long qui est important. Non, c'est le plus court qui est important. Oui, enfin, ça dépend si tu veux le voir d'un point de vue péjoratif ou positif. Non, mais le plus court, c'est lui qui fait le boulot. Oui, c'est lui qui fait le boulot. En fait, je voyais ça, moi, d'un Il point y de en vue a un court péjoratif, et tu un regardes le long, plus long. on regarde enfin, le long, on n'aura Oui, pas le plus court. d'indication. Non, mais moi, je voyais le verre à moitié vide. Je Non, regarde le mais je plus veux long dire, pour voir. celui qui est long, c'est comme pour les gens qui sont porteurs sains, ils ont un GA, comme ils en ont qu'un, mais il peut être très long, mais c'est pas celui qui est important. Ce qui est Ouais, important, bah, c'est le tu plus verras qu'ils court. ont ils ont noté les deux GA, de toute façon, dans l'étude. Le plus court et le plus long. Et pour les hétérozygotes, ils ont noté le GA1, c'est-à-dire celui qui a le nombre de mutations. Oui, ça, c'est logique. Voilà. Donc, bah, on regardera sur la diapo si GA1 c'est bien le plus court et GA2 c'est bien le plus long, mais peut-être je me suis trompée quand j'ai préparé les diapos. Je regarde, c'est la diapo d'après. Les caractéristiques cardiaques étaient renseignées.
Donc, je vous ai mis quand même des photos pour que ce soit plus clair. Donc, c'est les symptômes cardiaques. Est-ce que j'ai mal au cœur? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que je me sens pas bien, etc. Les données d'échographie cardiaque et d'électrocardiogramme. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez dû passer des échographies cardiaques et des électrocardiogrammes. Ça paraît nécessaire, enfin, d'entre vous ou de vos proches. Donc, ce qui est recherché particulièrement, c'est l'épaisseur de la paroi postérieure du ventricule gauche. Ah, elle est où ma souris? Donc, le ventricule gauche, vous le voyez là. Là, il est en situation de relâchement, là, de contraction, en systole. Et donc, on va mesurer l'épaisseur de la paroi postérieure en fin de diastole. Là, l'épaisseur du septum interventriculaire, c'est ça. Ça, c'est les deux ventricules, hein. La fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est comment il se contracte pour envoyer le sang. D'accord? Et on estimait qu'il y avait une dysfonction systolique si la fraction d'éjection était inférieure à 50%. Ensuite, il était noté s'il y avait des diagnostics cardiovasculaires. Est-ce qu'il y avait une cardiopathie, une myocardiopathie hypertrophique? Est-ce qu'il y avait des troubles du rythme cardiaque? Est-ce qu'il y avait une hypertension artérielle? Alors, bon, donc pour répondre à ta question, GAA, ben non, il n'y a pas écrit ni un ni deux, donc il y avait shorter GA, longueur GA. Donc sur les GA plus longs, en moyenne, c'était 900, sur les GA plus courts, c'était en moyenne 600. Donc cette population de 630 personnes, ils avaient en moyenne 31 ans, entre 22 et 43 ans. L'âge de début de maladie était de 13 ans, de 8 à 18 en médiane. Alors, le poids de la maladie, la définition que je vous ai donnée, c'est pas un critère que je connaissais, je l'ai rarement vu. On avait 7% des patients qui avaient un diabète et 36% des patients qui avaient une cardiomyopathie hypertrophique, avec une dysfonction ventriculaire pour 6% d'entre eux et une épaisseur de mur postérieur d'environ 10 en moyenne. D'accord? Bon, c'est pour vous décrire un peu ce qu'ils avaient. Donc, même diapo, mais pour vous expliquer, vous voyez qu'il y a là univariable Cox regression, c'est en analyse univariée, la relation entre le fait de décéder, donc sur cette cohorte de 631 personnes, sur les 12 ans d'observation, il y a eu 44 décès. Et par rapport à ces 44 décès, ils ont regardé s'il y avait un lien statistique. Et il y a un lien statistique quand le petit p est inférieur à 0,05 entre le décès et certains critères qu'ils regardaient. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse univariée. Et donc, de façon pas très étonnante, on trouvait l'analyse, enfin le fait d'avoir beaucoup de GAA, le fait d'avoir un poids de la maladie important, le fait d'avoir un diabète, le fait d'avoir une cardiomyopathie hypertrophique, le fait d'avoir une arythmie, le fait d'avoir une dysfonction ventriculaire gauche, etc. Alors, il faut aussi noter qu'il y avait 44 décès et 119 perdus de vue. Ces 119 perdus de vue, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, hein. Voilà. Donc, il détaillait les causes de décès, mais sur les 44, en gros, il y en a 18, on ne savait pas. Bon, donc comme il y a quand même 119 perdus de vue et 18 personnes, on ne sait pas la cause de décès. On ne sait même pas comment ça a été renseigné. C'était pas très fiable comme données. Pour information, j'ai lu dans l'article qu'il y avait 2 patients transplantés dans leur cohorte. Donc ça, c'est une donnée que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait eu. Et que ces patients transplantés, au moment de la publication, avaient été transplantés presque une dizaine d'années auparavant et étaient toujours en vie. Donc c'est quelque chose que j'ignorais, donc c'était pas inintéressant. Alors, l'analyse univariée, ça établit un lien statistique entre 2 variables. Mais c'est pas très fiable parce que ça ne permet pas de prendre en compte des facteurs de confusion. Par exemple, si vous prenez un échantillon de femmes plus jeunes que les hommes, si on vous donne un traitement et qu'il a un effet sur la survie, par exemple, est-ce que c'est parce que ce sont des femmes ou est-ce que c'est parce qu'elles sont plus jeunes? D'accord? Donc, pour déterminer si c'est parce que ce sont des femmes ou si c'est parce qu'elles sont plus jeunes, on fait une analyse multivariée. Ce sont des tests statistiques un peu compliqués qui permettent de déterminer si de façon indépendante, en ajustant les variables, on a des prédicteurs indépendants. Et donc ne ressortent de façon indépendante dans cette étude
que 3 critères, hein. Donc pas tous ceux qui étaient sur la diapo précédente ont été testés. Et vous voyez qu'ils ne ressortent pas. Le fait d'avoir des symptômes, comme d'avoir mal dans la poitrine, ne ressort pas du tout. Le fait d'avoir une longueur de GA plus importante ne ressortait pas. Et l'âge de début de symptômes ne ressortait pas. Ne ressortait que le stade d'invalidité. Donc dans leur étude, c'était à 6, donc pour les personnes qui étaient vraiment complètement alitées. Le fait d'avoir un diabète et le fait d'avoir eu une histoire d'arythmie. Bon, à quoi ça sert? Alors, ce qui est vraiment étonnant dans cet article, c'est que quand on prend un article qui a été publié par Françoise Pousset, que certains connaissent, qui est la cardiologue de, de Paris, qui, elle, a publié sur 22 ans de suivi, de suivi au long terme de prédicteurs, enfin, suivi long terme de patients avec une déshydratation. Elle avait cherché aussi les facteurs de prédicteurs de survie sur la déshydratation, et elle retrouve en analyse multivariée, hein, par rapport à ces variables. Là, vous voyez sur le tableau à côté, donc ce qui ressort avec un petit p inférieur à 0,01 et le ratio qui est là, le fait d'avoir une altération de la fraction d'éjection ventriculaire, le fait d'avoir une masse ventriculaire augmentée et le fait d'avoir des allèles GA, euh, enfin d'avoir plus de GA. Ce qui ne ressort pas du tout, mais pas du tout dans l'étude IFAX. Alors, pourquoi? Moi, je me suis un peu penchée sur les populations de ces 2 études, hein. Donc, les auteurs d'IFACT discutaient, hein, des résultats de Poussey par rapport à leurs résultats. Eux, ils disaient que c'est parce que Poussey avait étudié sur 22 ans alors que eux 12. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points à souligner, hein. C'est que d'une part, vous avez 44 décès avec 110 perdus de vue. Donc, en fait, on ne sait pas bien ce que sont devenus les perdus de vue. Ils disent qu'il y a des personnes qui ont retiré leur consentement, mais voilà. Donc ça peut fausser tous les résultats, alors que dans la cohorte du docteur Poussé, on a 130 patients inclus et puis il n'y a pas de perte de vue. Et puis c'est pas la même population, hein, clairement. Dans la cohorte du docteur Poussé, bah, peut-être parce qu'ils vont dans un centre de cardiologie spécialisé, les patients ont une pathologie cardiaque plus sévère à l'inclusion. Il y a une épaisseur du mur qui était à 11,5 en moyenne, etc. Donc, je pense que ce ne sont pas aussi les mêmes patients, et donc il y a des facteurs qui ressortent différemment. Tout ça pour vous dire, non pas que ça ne sert à rien de faire des études prospectives, mais qu'il faut aussi se méfier quand on vous dit bah, il va se passer, il va se passer ça. C'est plutôt dans telle étude, avec tel argument de preuve et avec telle limite, on pense qu'il y a telle ou telle situation qui peut se passer. Donc, c'est utile pour bien réfléchir à des essais thérapeutiques, c'est utile pour bien comprendre comment la maladie va se passer, mais aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre, loin de là. J'ai pas d'autres diapos, hein. Je vous ai déjà noyé sous plein d'informations, un peu froides, comme j'ai dit à Stéphanie, et j'espère que vous avez des questions. Vous êtes où? Je vous ai perdu? Non, moi, j'ai pas une question, Patricia, c'est juste une remarque. Enfin, déjà, merci, oui, pour ça. Je pense que c'était très clair. J'avais juste une remarque. Il se trouve que j'ai discuté avec euh, l'ARSLA, enfin, l'association qui gère les malades de la maladie de Charcot, donc il y a une autre maladie rare, où ils sont aussi en discussion euh, pour potentiellement avoir accès à un premier traitement, etc. Et là, l'évolution de la maladie est encore plus rapide et plus catastrophique que dans la F, hein. Et eux, le problème qu'ils ont, c'est que oui, il n'y a pas de possibilité de comparer les effets du médicament avec une étude similaire à ce que tu as montré là. Donc, je voulais juste souligner le fait que on a quand même de la chance, entre guillemets, dans la taxi de Friedreich, de pouvoir avoir des études épidémiologiques avec avec un certain nombre de patients et sur une durée assez longue, parce que ça aide aussi les autorités à prendre des décisions sur la mise à disposition de médicaments. Ouais. Bah, la situation de la maladie de Charcot a fait la une Ouais, des ouais. médias pour ceux qui ont vu, puisque ils avaient un médicament
qui n'a pas, qui avait l'AMM et qui n'a pas eu le remboursement auprès de la HAS. Mm. Donc, c'est un exemple de situation complexe parce que c'est un essai thérapeutique dans leur maladie où ils avaient un critère de jugement principal qui n'était pas rempli. C'est-à-dire Mm. qu'ils échouent à montrer leur Mm. critère principal d'évaluation. Donc, dans ces cas-là, c'est mal barré déjà, Mm. quand on va devant les instances. Par contre, ils avaient un surrogate, enfin, ils avaient un marqueur biologique qui était le dosage de neurofilaments dans le LCR. Donc, c'est une autre maladie que la nôtre, hein. Et ce dosage de neurofilaments dans le LCR était diminué par le médicament. Et il disait, mais regardez, le dosage de neurofilaments dans le LCR, c'est un marqueur positif d'évolution favorable de la maladie. Mais ce n'était pas complètement validé, ce point-là. Mm. Et donc, c'est aussi à des études épidémiologiques, mais encore faut-il poser les bonnes questions et chercher les bons critères dans les études épidémiologiques, c'est-à-dire dire, arriver à prouver, par exemple, que tel marqueur biologique est complètement corrélé à l'évolution de la maladie. Donc, si vous guérissez tel marqueur, ça va. Moi, par exemple, j'ai envie de vous dire, si vous augmentez la frataxine, je pense que on n'a pas besoin de montrer, on n'a pas besoin de montrer que qu'on guérit, qu'on améliore l'échelle Sarah. Quand aurait-il fallu, enfin, faudrait-il Mm. euh, Oui, mais normer les dosages de frataxine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des dosages qui ne font pas partie de la nomenclature, qui ne sont pas où chacun fait des choses dans ses laboratoires. Comme il n'y a pas d'utilité en clinique, ce n'est pas partie de la nomenclature. Donc, c'est pas aujourd'hui validé que l'augmentation de la frataxine serait un surrogate, c'est-à-dire un équivalent d'une amélioration clinique. Mais ça pourrait être intéressant de le prouver. Parce que, par exemple, alors, ça ne marcherait pas pour l'omaveloxolone, puisque l'omaveloxolone, le Skyclarys, n'augmente pas le Skyclarys, n'augmente pas la frataxine, mais par exemple, le Nomlabofusp a commencé sa pub, hein, ses communications, en disant qu'ils augmentaient la frataxine dans les cellules buccales. C'était une petite aparté, hein, mais voilà. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, ces études épidémiologiques. Pour accoucher d'une souris, hein, vous allez me dire, bah, on a montré quoi? Que quand on, on a une maladie plus grave, bah, c'est plus grave. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Mais le fait de montrer bah, le taux d'évolution de l'échelle Sarah à 0,85, par exemple, clairement, sur l'autorisation de mise sur le marché de l'OMAV, la publication sur la comparaison avec une cohorte a pu servir. A pu servir. C'est pas un très bon niveau de preuve, mais ça a pu servir. Les fax, aujourd'hui, donc c'est que sur Paris, les fax. Madeleine pourra sûrement se renseigner, contredire peut-être. Alors, IFAC, c'était européen, donc Pour la partie française, je veux dire, c'était que sur Paris. Non, 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 c'est pas que français, c'est européen. en France, En oui. France, c'est pas uniquement Paris. Il y a pas beaucoup. Il y a Strasbourg, il y a Bordeaux euh, et Paris. Et je sais plus s'il y en a un troisième, un troisième, quatrième, je veux dire. Donc il y a pas beaucoup de centres parce que c'est assez lourd, hein, comme comme obligation il y a pas beaucoup d'hôpitaux qui peuvent se permettre de passer parce que ça demande beaucoup de temps donc du temps médical. Mais il y a par ailleurs il y a plus de pays que ceux qui ont été indiqués au début parce que ça c'était le tout premier la première phase d'IFACT. Maintenant, il y a d'autres pays, dont des pays de l'Europe de l'Est, hein, en particulier la Tchécoslovaquie. Euh, il y a la Grèce aussi, en plus. Ce que je... IFAX a été très largement subventionné à son tout début, entre 2010 et 2015, par la Commission européenne. Et puis, ça s'est arrêté là. La Commission européenne n'a pas accepté les demandes de poursuite. Donc, ils se sont tournés vers des financeurs privés. Ça a pris du temps. Et pour éviter que le, la,
les données soient perdues, que l'étude s'arrête, qui aurait été catastrophique et qui aurait tout fichu en l'air. EuroAtaxia a financé donc la poursuite à minima, mais de façon correcte quand même, du recueil de toutes les données jusqu'à ce qu'il y ait pu y avoir des accords avec des entreprises, enfin des laboratoires pharmaceutiques pour apporter nettement plus d'argent. Mais enfin, on a réussi, EuroAtaxia a réussi à éviter que tout le travail des 5 premières années soit perdu. Et aujourd'hui, qui finance Et ça? ça a continué, et maintenant, il y a un accord avec les Américains, hein, l'Amérique du Nord, le Canada et puis l'Australie, euh, pour faire une base de données mondiale et non pas simplement européenne, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de, de malades possibles et donc d'avoir des résultats plus probants et donc plus convaincants pour les financeurs. D'accord. Enfin, oui, Donc, c'est une des grandes choses, une des choses les plus intéressantes que j'ai pu, au niveau avancé, hein, que j'ai pu vivre dans mon temps à la FAF. Bah, ces études de cohorte sont indispensables, hein. Mm. Vraiment, elles sont indispensables. Alors, une chose que je voulais dire aussi, tout à l'heure, Stéphanie, notre nouvelle adhérente, euh, euh, protestait sur le fait que c'était les enfants qu'il fallait tester. Moi, je suis bien d'accord aussi. Sauf qu'au début d'IFAX, de l'enregistrement des malades d'IFAX, il y avait très peu d'enfants. Il doit y avoir certainement des raisons pratiques, hein, mais il y avait à peine 10%, enfin moi, c'était quelque chose comme 7 ou 8% d'enfants seulement. Et évidemment, c'était pas satisfaisant du tout. Donc, pendant des années, les organisateurs, enfin les coordonnateurs d'IFAX ont poussé pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui soient maintenant enregistrés dans la base de données. Alors, je pense que ça a eu des résultats. Est-ce que ça correspond à la réalité des statistiques de malades d'enfantin? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas la même population dans FACOMS parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Je me demande si c'est pas lié au centre recruteur quand même, parce que FACOMS, Sûr. ça a été pas mal tenu par des gens qui étaient neuropédiatres, hein, je pense à Lynch. Et je me demande si en Europe, il n'y a pas un peu plus de neurologues adultes. Mm. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants dans la cohorte américaine et australienne. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est un peu moins la cohorte française. Est-ce que Et vous avez vu que quand on a des populations différentes, on a parfois des petits résultats un peu différents sur les facteurs de risque. Et donc, il faut savoir croiser tout ça. moi, je vais devoir vous laisser. Bon, de toute façon, Fabrice, on se voit bientôt là, à nouveau. Solange, je ne sais pas si tu seras là. Non, j'ai sans voix ce soir. Solange est là, je confirme. Fabrice D'accord. aussi. Oui, ça aussi, ok. Bon, ben, donc on se voit bientôt. Merci beaucoup, Patricia. Non, mais Merci, je t'en prie. Patricia.